Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour une émission sous forme de brèves paroles, un épisode court pour un éclairage historique. Comme toujours, vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, pour aller plus loin. Merci et très bonne écoute. Drôle de période pour enregistrer un podcast, évidemment, en pleine pandémie de coronavirus. C'est pourquoi aujourd'hui je vais évoquer deux figures de héros et héroïnes ordinaires et méconnus. Alors en temps normal, comme historien, l'héroïsme n'est pas forcément une notion qui m'intéresse ou à laquelle j'adhère. À la limite, ça peut être intéressant pour les héros de légende, fondateurs d'une nation, comme Arminius, figure à déconstruire, mais les héros de guerre plus ordinaires, du type Georges Guynemer et tous ses adversaires abattus, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Plus généralement, le grand homme dans l'histoire, c'est pas vraiment mon truc. Et pourtant, comment ne pas penser aujourd'hui à l'héroïsme en cette période ? On n'a pas de mots assez forts pour penser au personnel médical et à tous ceux, toutes celles qui sont sur la ligne de front de l'épidémie, qui font tout pour sauver des vies. Un héroïsme ordinaire en quelque sorte, du professionnalisme, de l'abnégation. Et je voudrais penser à ça en donnant deux exemples historiques de ce type de figure. La première figure est celle d'une américaine, Harriet Tubman. Née sans doute en 1822, avec elle on se transporte aux États-Unis d'avant la guerre de sécession. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Avant l'abolition définitive de l'esclavage en 1865, à cette époque, dans les États du Sud des États-Unis, on peut acheter et vendre des êtres humains comme esclaves, des hommes et femmes originaires d'Afrique, mais nés pour la plupart sur le sol américain, depuis que la traite a été interdite en 1808, dernière concession des États esclavagistes aux États libres du Nord. Harriet Tubman est née de deux parents esclaves, son père était menuisier, elle a pour nom de naissance Araminta Ross, elle est née au Maryland, le Maryland un état juste au sud de la Pennsylvanie, autrement dit, juste au sud de ce qu'on appelle la Mason-Dixon Line, qui dans les années 1820 marque la démarcation entre les États esclavagistes et les États, non pas abolitionnistes, ce serait trop fort d'employer ce terme, mais en tout cas les États où l'esclavage n'est plus légal, puisqu'ils l'ont aboli à la toute fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. Harriet, à son jeune âge, est témoin de l'énergie avec laquelle sa mère refuse de se séparer de son plus jeune fils, que la propriétaire des esclaves veut vendre. Elle est donc témoin d'un premier acte de résistance qui va sans doute compter pour faire de sa vie une vie d'héroïsme ordinaire au service des autres. Elle connaît, comme beaucoup d'esclaves, le fouet, les punitions. Un jour, comme punition envers un autre esclave désobéissant ou qui cherchait à s'enfuir, un contremaître lance un poids métallique d'1 kilo en sa direction, et en fait c'est elle qui est frappée au crâne. Toute sa vie, elle aura des somnolences, des étourdissements, ainsi que des épisodes qu'elle associe à des visions. C'est une femme très religieuse, dans une foi protestante méthodiste, ce qui compte là aussi pour comprendre ses engagements. Alors la vie d'Harriet Tubman change en plusieurs étapes. En 1844, elle épouse un homme noir libre qui s'appelle John Tubman, et le tournant vient en 1849, lorsque son maître, celui qui la possède, meurt. La mort d'un maître, ça peut être plusieurs choses à l'époque pour les esclaves. Parfois, dans les testaments, il y a des clauses de manumission, c'est-à-dire qu'on libère les esclaves à sa mort. Le plus souvent, en réalité, la mort du maître, ça accroît le risque d'être vendu avec ses biens dans une sorte de vente aux enchères, et c'est ce qui conduit Harriet Tubman à s'échapper au mois de septembre 1849. Sa vie libre commence à ce moment-là. Pour s'échapper, elle emprunte ce qu'on appelle le Underground Railroad. Underground Railroad, chemin de fer souterrain, alors c'est quelque chose qui a existé dans les États-Unis d'avant la guerre civile. Le mot lui-même semble être apparu en 1842 dans les colonnes du journal abolitionniste de Nouvelle-Angleterre, de Liberator. Underground Railroad, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Mais évidemment, pas un vrai chemin de fer, mais un réseau souterrain caché de routes, d'entraide, qui permet aux esclaves en fuite de se rendre du sud vers le nord, qui permet donc de faciliter des évasions, de faciliter des fuites vers les États du Nord, comme New York, la Pennsylvanie, le Massachusetts, mais des fuites surtout vers le Canada britannique, puisque, à l'époque, si un esclave quitte le Sud et va vers les États du Nord, il peut être repris, il peut être ramené, en vertu de lois appelées les Fugitive Slave Acts. La plus dure de ces lois date justement de 1850, c'est le compromis de 1850 qui est le dernier compromis avant que l'Union n'éclate lors de la guerre civile de 1861. Ce compromis de 1850, eh bien, les États du Nord acceptent pour beaucoup à contre-cœur un Fugitive Slave Act qui permet à des slave catchers, à des chargés de récupérer les esclaves, de venir jusque dans les villes du Nord, rattraper, enfermer, arrêter des esclaves pour les ramener vers le Sud, sauf si ces esclaves en fuite ont pu, par exemple, racheter leur liberté, comme c'est le cas pour certains d'entre eux.
Alors dans la période, cette Underground Railroad, chemin de fer souterrain, encore une fois pas un vrai chemin de fer, ça fonctionne surtout comme les réseaux d'évasion et de fuite de juifs ou d'aviateurs alliés abattus au-dessus de la France de Vichy. C'est fait de solidarité ordinaire, c'est fait de courage individuel, c'est fait d'une addition d'actes de gens qui s'engagent et prennent des risques, des Noirs évidemment, également quelques Blancs, en particulier des Quakers que leur foi prédispose à ce type d'engagement, et on estime entre 20 000 et 40 000 le nombre d'esclaves qui ont acquis leur liberté de cette façon, voyageant de nuit, souvent cachés dans des maisons d'amis ou de gens qui pouvaient les héberger, guidés au cours de leur trajet nocturne vers le nord par l'étoile polaire, d'où le titre du journal de Frederick Douglass, l'un des esclaves émancipés ayant lui-même fui et auteur d'une remarquable autobiographie. Le titre de son journal, c'est The North Star, l'étoile polaire. Alors Harriet Tubman devient une cheville ouvrière de ce réseau. Non contente d'avoir obtenu sa propre liberté, elle va multiplier les voyages vers le sud dans la décennie 1850, au péril de sa vie, au péril de sa liberté, pour aider d'autres évasions. En 1850, elle va faire évader du sud sa nièce avec ses 2 enfants. Une vente aux enchères est prévue et on s'arrange pour les faire embarquer sur un bateau et ensuite franchir la ligne vers le nord. En tout, on estime qu'elle a mené environ 13 expéditions, qu'elle a fait échapper 70 personnes de l'esclavage, dont ses propres parents, ce qui l'a conduit à être surnommée la Moïse Noire, Moïse comme le prophète des Hébreux qui les fit sortir de la captivité en Égypte. Et sans perdre personne sur le chemin, c'était d'ailleurs un des motifs de fierté lorsqu'elle a raconté tout cela plus tard dans sa vie. Elle a expliqué notamment « I was the conductor of the Underground Railroad for 8 years, and I can say what most conductors can't say. I never ran my train off the track. I never lost a passenger. » J'ai conduit le chemin de fer souterrain pendant 8 ans, et contrairement à la plupart des conducteurs, je n'ai jamais égaré mon train en dehors des voies, je n'ai jamais perdu un passager. L'action d'Harriet Tubman en faveur de l'émancipation ne s'arrête pas à ces trajets. En 1858, elle rencontre John Brown. John Brown, cet abolitionniste blanc, décidé à user de la violence pour mettre fin au scandale de l'esclavage, qui a tenté de mener un assaut sur un arsenal militaire à Harper's Ferry en Virginie, pour armer les esclaves, préparer une insurrection. Harriet Tubman a fait partie des gens qui l'ont conseillé, qui l'ont encouragé. John Brown a été arrêté, a été exécuté à la veille de la guerre civile, ce qui a provoqué une immense émotion dans le Nord et dans d'autres pays. Victor Hugo, par exemple, a écrit un texte en sa faveur. Eh bien, Harriet Tubman était proche de John Brown, autour duquel on a entendu la chanson qui précédait, qui évoque sa cause et son action. Pendant la guerre civile elle-même, guerre civile donc déclenchée en 1861 par la sécession des États du Sud et les efforts du président Lincoln pour maintenir l'Union, y compris par la guerre, pendant la guerre civile, elle parcourt les lignes de l'Union. Elle tente d'aider les esclaves en fuite, y compris comme infirmière, puisque durant la période, beaucoup d'esclaves s'auto-émancipent avant même la proclamation d'émancipation pour rejoindre le Nord, pour quitter l'esclavage au Sud. Elle participe même indirectement au combat, en offrant ses compétences d'éclaireuse aux troupes du 54e Massachusetts, ce premier régiment noir qui combat dans les rangs de l'Union. En juin 1863, il mène une expédition en Caroline du Sud et libère 750 esclaves, et donc elle est là encore à l'origine partielle de cet acte d'émancipation et d'entraide. Alors cet héroïsme, sur le moment, est reconnu, célébré dans la presse, ça ne lui donne pourtant aucun statut officiel, ni de combattante, ni d'éclaireuse, elle reste une figure irrégulière, non reconnue par les autorités, et elle ne finit par obtenir une pension officielle qu'en 1898, plus de 30 ans après les faits. À la fin de sa vie, Harriet Tubman rejoint le militantisme pour le suffrage des femmes. Elle prend la parole lors du congrès fondateur de la Fédération nationale des femmes afro-américaines en 1896, et elle poursuit ses engagements jusqu'en 1913 à sa mort. Elle devient ensuite une icône, notamment dans les mouvements noirs. Alors l'épilogue provisoire de cette histoire, c'est la décision qui avait été prise à la toute fin de l'administration Obama de remplacer la figure du billet de 20 $ actuel, le président Andrew Jackson, président sudiste des années 1820-1830, de le remplacer par Harriet Tubman. Cette décision avait été prise en 2016, elle a été freinée, ce qui ne nous surprend pas tellement, par l'administration Trump, et donc il reste à voir de quelle manière cela pourra être réalisé ou non. En tout cas, c'est un personnage relativement méconnu en France, mais dont l'histoire constitue évidemment un exemple tout à fait remarquable de combat ordinaire, bien que héroïque, en faveur de l'émancipation et pour sauver des vies et sauver des individus. Alors le deuxième personnage dont je voudrais parler, toujours aux États-Unis, a un héroïsme peut-être moins spectaculaire en termes de militantisme, d'engagement, mais peut-être encore plus parlant aujourd'hui. C'est l'héroïsme de quelqu'un qui applique des consignes, qui en appliquant des consignes, en faisant bien son travail, sauve des vies. On est donc toujours aux États-Unis, il s'agit de Rick Rescorla. Rick Rescorla, un homme qui a peut-être sauvé plus de 2500 vies, le 11 septembre 2001. World Trade Center, we understand that a plane
has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. Rick Rescorla est né en Grande-Bretagne en 1939. C'est un militaire plutôt baroudeur qu'on a retrouvé d'abord à Chypre dans les forces britanniques, ensuite en Rhodésie au début des années 1960, et qui par la suite va rejoindre les États-Unis et s'engager pour faire la guerre du Vietnam. Alors au départ, il s'agit donc d'un héros militaire dans tout ce qu'il y a de plus conventionnel du terme. Il figure d'ailleurs parmi les personnages qui ont inspiré un navet avec Mel Gibson qui s'appelle We Were Brothers, lui-même adapté d'un livre qui raconte l'histoire de la bataille de Ia Trang et de Rick Rescorla qui fut un héros apparemment impassible sous le feu, d'un calme exemplaire, menant ses hommes. Il obtient d'ailleurs les décorations des militaires américains comme la Silver Star ou le Purple Heart au cours de son engagement au Vietnam. Alors, c'est pas qu'un militaire baroudeur, c'est aussi un homme, visiblement, d'après ce qu'on lit de lui, de passion, pour le bouddhisme, pour les Amérindiens, pour la poésie. Il lit du Shakespeare. Lorsqu'il est au combat ou dans une situation de crise, il chante pour calmer ses hommes. Donc, quelqu'un qui ne se résume pas, finalement, à ce héros militaire endurci, mais qui, en tout cas, les témoins le décrivent ainsi, est relativement calme en situation de crise et fait tout pour protéger les vies humaines autour de lui. Et c'est ça qui va compter au moment du 11 septembre 2001 et des attentats. Après sa retraite militaire, il est embauché comme consultant de sécurité, comme beaucoup d'anciens militaires d'ailleurs, dans une firme financière qui s'appelle Dean Witter Reynolds, et dont les bureaux se trouvent à New York au World Trade Center. Dean Witter Reynolds va ensuite fusionner avec la banque Morgan Stanley en 1997. Et pendant la guerre du Golfe, à partir de 1990-91, Rick Rescorla fait partie des gens qui s'inquiètent des possibles failles de sécurité. Il considère que le World Trade Center fait partie des cibles évidentes pour des actions terroristes, du fait de sa place symbolique à Manhattan, de son caractère emblématique du capitalisme triomphant des États-Unis. Et du coup, il cherche à repérer les failles de sécurité. Il se rend notamment dans le parking du World Trade Center, et avec l'un de ses amis, Daniel Hill, une vieille connaissance de Rhodésie, expert en contre-terrorisme, et ils se rendent compte que le parking n'est absolument pas sécurisé, que des piliers soutenant les immeubles sont vulnérables à des voitures piégées. Il alerte les autorités, ses recommandations ne sont pas suivies, et comme on sait, un important attentat a lieu en 1993, qui aurait d'ailleurs pu alerter les autorités de l'époque sur ce type de risque. Alors après cet attentat de 1993, Rick Rescorla, donc toujours consultant pour cette banque, plaide auprès de ses supérieurs afin que l'entreprise déménage dans le New Jersey, déménage dans des immeubles de moins grande hauteur, moins vulnérables. Il est vice-président pour la Corporate Security, et donc il est chargé un petit peu de donner des recommandations. Ces recommandations ne sont pas suivies. Parmi les scénarios qu'il élabore au cours de cette période, il y a notamment l'idée que s'il était terroriste lui-même, en se mettant dans la peau terroriste, qu'est-ce qu'il ferait ? Eh bien, il piloterait un avion, peut-être d'ailleurs un avion chargé de bombes chimiques ou de choses comme ça, un avion dans le World Trade Center, et avec un simulateur de vol, il se rend compte que ce serait pas si compliqué. Donc, il cherche à alerter sur ce risque, mais le bail de l'entreprise dans les bureaux court jusqu'en 2006, et puis ses recommandations ne sont pas écoutées. Alors, ce qu'il peut faire, au moins, si on déménage pas, c'est imposer des consignes de sécurité et des évacuations complètes, tous les 3 mois. Aux grandes dames apparemment de ses supérieurs de la banque, qui considèrent que ça perturbe l'activité économique, et bien tous les 3 mois, il leur donne une évacuation complète de tous les bureaux, il fait descendre les escaliers en ordre, 2 par 2, en répétant des consignes de sécurité, en expliquant à tout le monde où est-ce qu'ils doivent se rendre, comment faire, dans la tour sud où se trouve son bureau, et donc c'est quelque chose qu'il a totalement préparé et intégré. Alors le jour de l'attaque, à 8h48 du matin, il est dans la tour sud, dans son bureau, il est témoin de l'avion qui percute la tour nord. Les instructions officielles données par haut-parleur des autorités new-yorkaises sont de rester à son poste, qu'il n'y a pas de risque immédiat. Lui, il n'en tient absolument pas compte, il prend son mégaphone et il ordonne l'évacuation de tous les employés. Il dit aux gens d'arrêter de passer leur coup de téléphone, de descendre immédiatement, en ordre, comme ils se sont entraînés à le faire. On a une photo de lui prise ce jour-là, avec son mégaphone, qui explique de quelle façon l'évacuation doit se dérouler. Alors cette évacuation, elle réussit, puisque sur 2700 employés environ, la banque Morgan Stanley ne comptera que, si l'on peut dire, 6 morts, dont lui et 2 membres de son équipe. Morts pourquoi ? Parce qu'une fois que tout le monde a été évacué, il est retourné dans l'immeuble pour voir s'il pouvait accompagner d'autres personnes, d'autres entreprises dans leur descente et faire en sorte que l'immeuble soit sécurisé. L'immeuble s'est effondré à ce moment-là. Alors, après sa mort, Rick Rescorla a été honoré. Il fait partie de ces héros ordinaires qui ont tant compté pour les États-Unis de l'époque du 11 septembre 2001 et qui peuvent toujours faire réfléchir à cette idée de professionnalisme dans l'épreuve, à cette idée d'affronter les difficultés en y étant préparé avec courage, abnégation. Je pense que dans cette période, eh bien, ce n'est pas inutile de penser à cela.
Il y a évidemment bien d'autres figures héroïques, ordinaires et méconnues qu'on pourrait évoquer. Vous pouvez d'ailleurs en suggérer sur les réseaux sociaux, @paroledist, sur le groupe Facebook de Parole d'Histoire, par mail paroledhistoire@gmail.com. Si vous êtes sage et respectez bien les consignes de sécurité et de confinement, eh bien, une prochaine émission évoquera d'autres personnages, notamment le lieutenant-colonel Petrov, grâce auquel nous sommes encore tous là aujourd'hui. Ce sera l'occasion donc sans doute d'une prochaine émission. On se quitte en musique avec une interprétation très personnelle d'un prof américain qui chante comment il va survivre en donnant ses cours à distance à travers Zoom, Canvas, Skype, WhatsApp, etc., etc. Dédicace à tous les collègues et toutes celles et ceux qui, malgré tout, continuent à faire leur possible. Merci, à bientôt. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never teach through Canvas all the time. But then I spent so many nights reading the health docs for so long, and I grew strong. I learned how to get along, and so I'm back. The students are gone, as all my colleagues try to figure out how they're gonna get along. I should have kept up with the tech, not skipped that class on course design. If I'd have known for just 1 second, I'd be teaching all online. Go now, go, leave me alone. I've got to figure out just how to lecture using Panopto. You gave me 2 days to adjust, to move everything online. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how to Zoom, I know I'll be alive. Oh, my students still will learn, and my paychecks I will earn. I'll survive. I will survive. Hey, hey. It took all the strength I had not to lay down and die. Kept trying hard to mend the pieces of my syllabi. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me teaching on Zoom. But just don't cough into the mic, or every eye will be on you. I can't hear you, you're on mute. Your camera's black, are you still there? We've got some glitches to work out, but I know my grading scheme is fair. Oh, now go, walk out the door, trying to get this lecture done, and I'm already on take 4. Now the network has gone down, and I'm all out of wine. Do you think I'll crumble? Do you think I'll lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as